Notre invité Alain Juppé ce matin. Bonjour Alain Juppé. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. L'UMP, alors pour l'instant vous co-dirigez l'UMP. Vous avez dit l'UMP est en danger financier et politique. Hier, une procédure d'exclusion de Jérôme Lavrieux a été engagée. Vous vous êtes abstenu. Pourquoi ? Pour des raisons personnelles. On l'a rappelé tout à l'heure d'ailleurs. Je m'attendais à ce que ça revienne sur le tapis. J'ai eu moi-même des démêlés avec la justice il y a 20 ans. Oui. Mon honnêteté personnelle n'a jamais été mise en cause, je le rappelle. Mais voilà, je pensais que pour des raisons morales, je n'avais pas à m'impliquer dans ce processus. Oui, parce que Jérôme Lavrieux se défend évidemment. Il dit si mon exclusion est prononcée, cela s'appelle fouler aux pieds la présomption d'innocence. Vous êtes d'accord avec lui ? Il est difficile d'être d'accord avec lui puisqu'il a renoncé lui-même à la présomption d'innocence. C'est sur les antennes de BFM, je crois, il y a quelque temps, qu'il a expliqué les manœuvres auxquelles il s'était prêté, qui manifestement sont des manœuvres délictueuses. Il l'a reconnu. Voilà, le bureau politique applique nos statuts. Certains des membres de ce bureau ont demandé qu'on engage une procédure, donc on engage la procédure. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas ça qui intéresse les auditeurs. Il devrait démissionner de son poste. Il a démissionné de son poste de directeur général de l'UMP. Et de son poste parlementaire européen, c'est au groupe parlementaire d'en décider. Nous avons traité la question de son appartenance au parti. Alors justement, il vous a cité, Alain Juppé avait pu rester président de l'UMP jusqu'à sa condamnation définitive en appel. Voilà ce qu'il a dit. Je le répète, moi je n'avais pas avoué des fautes supposées, ce qu'il a fait. Et puis, vous savez, on parle beaucoup à propos d'Internet en ce moment du droit à l'oubli. C'était il y a 20 ans, non ? Voilà. Donc ce qui m'intéresse plus, c'est d'essayer de sauver l'UMP. L'UMP est dans une passe extraordinairement difficile. Nos militants sont très malheureux de voir jour après jour sortir toutes sortes d'affaires. Il faut tourner la page. Alors, pour tourner la page, il faut d'abord faire toute la clarté sur ce qui s'est passé. Et ça, il y a une institution qui est chargée de le faire, c'est la justice. C'est elle qui a les moyens de faire les investigations nécessaires. Donc, qu'elle fasse toute la clarté. Naturellement, d'ailleurs, notre collège, puisqu'on s'appelle comme ça, les 3 coprésidents actuels, a confirmé la plainte qui avait été portée pour défendre les intérêts de l'UMP. Et puis, tournons la page, je le répète, et préparons le rebond de l'UMP, parce que je reste convaincu que ce parti est absolument nécessaire à l'exercice de la démocratie. Donc on ne change pas de nom du parti, on ne crée pas un nouveau parti. On fait un congrès, on donne la parole aux militants. Nous avons hier décidé des dates, donc premier tour de l'élection présidentielle de l'UMP le 29 novembre, deuxième tour le 6 décembre, s'il y a 2 tours. Et donc c'est les militants qui vont choisir leur leader et en même temps choisir une ligne politique, parce que c'est ça qui est très important aussi. Il faut que ce parti incarne un projet. Un projet. On va revenir là-dessus. Vous avez rencontré Nicolas Sarkozy hier. On se voit de temps en temps. Non, on se vous l'avez rencontré hier. Et en particulier hier, donc je veux dire que c'est pas un événement. À votre initiative ou à la sienne ? On s'est téléphoné, on a convenu de se voir. En urgence ? Non, pas en urgence, non. Pas vous étiez téléphoné récemment et là... Voilà. Alors pour vous dire quoi ? Ça, je ne vous le dirai pas, voyez, parce que nous nous sommes vus en tête à tête, et donc c'est pas une manifestation publique, donc nous avons parlé de la situation. Pour aller plus loin. Voilà, vous allez essayer de me faire dire ce que nous sommes dit. Je connais vos talents d'intervieweur, mais non, j'ai pas envie de parler d'une conversation privée, vous le comprendrez sans doute. Il doit parler maintenant. C'est à lui d'en décider. Voilà. Et il vous a dit qu'il allait le faire. Je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit. Je vais vous décevoir. Non, mais je vous dis ça parce que vous avez entendu les uns et les autres dire Nicolas Sarkozy doit parler. Bon, je n'ai pas d'injonction à lui donner. C'est à lui d'apprécier la situation. Il a suffisamment d'expérience politique pour savoir ce qu'il veut faire. On verra s'il est candidat à la présidence de l'UMP. C'est une hypothèse. Il vous en a parlé hier de cela. Bravo. De sa candidature à la présidence. Non, c'est pas que je cherche à faire Vous m'envoyez quelques perches. Non, mais je cherche pas à faire des secrets. Non, mais vous comprenez qu'une conversation privée reste une conversation privée. Ça, je comprends très bien, Alain Juppé. Mais c'était le cœur du sujet. Je vais pas vous demander. Bien sûr, on a parlé de la situation politique, évidemment. Et donc, sa candidature à la présidence de l'UMP était le cœur du sujet de la discussion. La situation de l'UMP était le cœur du sujet, bien sûr. Évidemment. Et la présidence de l'UMP dans le cœur. Alain Juppé, ce n'est pas un concurrent vu son âge. C'est lui qui dit ça.
Oui, bah écoutez, j'ai l'âge que j'ai, bien sûr. Vous vous souvenez de Jospin déclarant en 2002, si je me souviens bien, que Chirac était un peu vieux. Oui, ça l'a pas beaucoup aidé, vous savez. Ça réussit pas quand on dit ça. Je ne suis pas encore septuagénaire. J'ai fêté mon 69e anniversaire dans 2 mois. Oui. Il faut peut-être mieux un sexa en forme qu'un quinquat amorti. Hein. Vous voyez, on peut dire beaucoup de choses sur les... Un sexa en forme qu'un quinquat amorti. J'aime bien l'expression à la Juppé. On peut tout dire là-dessus. Non, mais parce que l'âge... Non, mais l'âge... Vos ennemis, ceux qui ne vous aiment pas beaucoup, ceux qui vous voient comme un vrai concurrent, se disent Juppé, non, en 2017 il sera trop âgé, il aura 72 ans. On verra bien ce qui se passera en 2017. C'est pas exactement, semble-t-il, ce que pensent les Français aujourd'hui. Donc, non, alors c'est pas ce que pensent les Français aujourd'hui. Vous savez, je suis tout à fait lucide. Je connais bien la vie politique. Vous êtes le plus populaire aujourd'hui. Oui, mais c'est une situation transitoire, Monsieur Bourdin, parce que si je vais un coup plus loin, vous allez voir tout de suite les exocètes qui vont commencer à pointer sur moi, à commencer par l'âge. Si c'est le seul argument qu'on trouve contre moi, ça me laisse serein, naturellement. Un argument qui ne tient pas. Je préférerais, peut tenir naturellement, mais les Français apprécieront. Je préférerais qu'on me critique sur mes idées ou sur mes projets. Ça c'est sérieux. C'est ça qui intéresse les Français. Vous êtes prêt à vous engager pour une présidentielle? Sincèrement, soyons clairs. J'ai toujours dit que je me prononcerai sur cette question le moment venu. Nous sommes en 2014. C'est quand le moment venu? C'est 2017. Hein. Non, vous prononcerez quand avant? Il y a un rendez-vous avant. Moi, je tiens beaucoup à ce que nous soyons capables d'organiser des primaires. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, parce que si nous allons au premier tour de l'élection présidentielle divisé avec 1, 2, 3, 4, toujours rêver ou cauchemarder candidats de la droite et du centre, on voit bien ce qui va se passer. Le Front National risque d'arriver en tête. Et je veux éviter ça à tout prix. Et deuxièmement, je pense que l'attente des primaires, elle est aujourd'hui dans la culture des Français. Ils ont envie de se prononcer sur le choix de leur champion. Ça n'a pas si mal que ça réussi aux socialistes. Ils n'ont peut-être pas choisi le meilleur, mais ils ont choisi celui qui a été élu. Vous serez candidat aux primaires? Je me prononcerai le moment venu. On ne sait pas encore à quelle date elles sont organisées. Est-ce que c'est fin 2016? Moi, je pense qu'il faut les faire début 2016. Parce qu'il faut ensuite le temps à celui qui aura été désigné de s'affirmer. Donc 1 an avant. Oui, 1 an avant. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut que ce soit des primaires ouvertes. Si ce sont les seuls militants de l'UMP qui votent, il n'y a pas besoin de faire des primaires. Comme l'ont fait les socialistes. Naturellement, il faut s'adresser à tous ceux qui se reconnaissent dans un socle de valeurs et de principes que nous énoncerons à ce moment-là. Et vous prendrez votre décision quand? Mais quand je connaîtrai la date des primaires. Début 2016. Ça veut dire que vous prendrez votre décision dans 1 an, quoi. On peut dire ça. On peut dire ça, dans 1 an. Pour l'instant, vous n'avez pas décidé, sincèrement, franchement. Clairement, quand on se regarde les yeux dans les yeux, vous savez que j'aime bien ça. Ben oui, une formule extrêmement dangereuse. Oui, très dangereuse. Oui. Elle est très dangereuse. Dans mes yeux. Non, mais vous n'avez pas pris votre décision, là. J'y réfléchis. Vous y réfléchissez. J'y réfléchis. Donc il y a une possibilité. Oui. Évidemment. Oui, il y a une possibilité. Et si vous êtes candidat aux primaires, vous allez au bout. Vous ne vous effacez. Vous savez, moi, dans la vie, je me suis Non, mais si, par exemple, Nicolas Sarkozy est candidat lui aussi, vous ne vous effacerez pas. Je me suis beaucoup battu dans ma vie politique, avec des succès, avec des échecs. Quand je me lance dans quelque chose, c'est pas pour perdre, c'est pour gagner, naturellement. C'est pour gagner, donc pour aller au bout, quels que soient les candidats. On en reparlera quand on connaîtra les règles du jeu. Si Nicolas Sarkozy veut revenir pour 2017, il doit passer par les primaires. Je pense que oui, je pense que, pour les raisons que je viens de dire, c'est une étape aujourd'hui qui est attendue par nos électeurs. Je rappelle aussi que, vous savez, il faut respecter un peu les décisions que l'on prend. Nous avons voté des statuts à l'UMP il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, qui ont été approuvés à 90% par nos militants. Et ils prévoient l'organisation de primaires. Et ils prévoient l'organisation de... Est-ce que vous souhaitez qu'il s'engage d'ailleurs ? Nicolas Sarkozy peut jouer un rôle important dans la vie politique française. Il a des choses à dire, évidemment. Il a des choses à dire, mais... Parce que j'entends à l'UMP déjà certains dire c'est un retour sur le passé, un ancien président de la République ne peut pas redevenir candidat. Il y a quelque chose qui me frappe aujourd'hui, à la lumière de mon expérience politique, c'est la prévalence, si je puis dire, des égos. C'est absolument extraordinaire. Chacun ne pense qu'à soi et à sa propre stratégie, et on n'a pas le sentiment qu'il y a la recherche du bien commun et de la position collective. Ça m'a frappé, il y a 8 jours, je suis revenu à la réunion du groupe à l'Assemblée nationale pour la première fois depuis 10 ans, puisque je ne suis plus député depuis 2004. Et ça m'a frappé. C'est chacun pour soi. Eh bien, moi, je pense qu'il faut jouer collectif. Si
Au Brésil, on jouait chacun pour soi, on gagnerait pas. On a appris à jouer collectif, je crois. Donc apprendre à jouer collectif, ça veut dire ouvrir la porte aux centristes, vous l'avez dit. Quand j'entends dire que la droite ne doit pas être centriste, les bras m'en tombent. Qu'est-ce que c'est que l'UMP? C'est le rassemblement. Monsieur Guénaud, vous avez vu ça, Monsieur Guénaud, Monsieur Pelletier, Monsieur Vauquier, nous dire la droite, c'est la droite, ça n'a rien à voir avec le centre. Je sais que vous aviez ça en tête en me posant la question. Bien sûr. Et j'ai vu cette interview. Écoutez, il y a des sensibilités diverses à l'UMP. Il y a celle-là, mais il y a aussi une sensibilité gaulliste et une sensibilité centriste. Et quel est l'ADN de l'UMP? Je voudrais quand même le rappeler, j'ai été son président fondateur. C'est de rassembler la droite et le centre. Et on va pas exclure aujourd'hui une partie de ce grand mouvement. Donc je suis toujours attaché à cette ligne-là. Pourquoi êtes-vous le plus populaire aujourd'hui, selon vous, Alain Juppé? Qu'est-ce qui vous donne cette popularité? Je n'aime pas beaucoup me regarder le nombril. Non, mais d'accord, mais vous avez analysé cela. Peut-être parce que les Français considèrent que j'ai une certaine expérience. Peut-être aussi parce que j'essaye, je ne sais pas si j'y réussirai toujours, d'avoir des positions pas sectaire, disons les choses, et de viser à l'apaisement et au rassemblement. Je crois que la société française aujourd'hui a besoin d'apaisement. Il faut éviter les débats qui clivent, qui opposent. Alors on peut s'opposer bien sûr, ça peut faire avancer les choses aussi, mais il y a des clivages inutiles sur les questions de société en ce moment, en particulier. Pourquoi réagiter à la veille des élections municipales le vote des étrangers, comme l'a fait le premier secrétaire du Parti Socialiste? Ça ne sert à rien, ça divise les Français. Aujourd'hui les Français sont inquiets, il faut les apaiser. Et ensuite il faut les rassembler parce que nous avons de grands défis à relever. Moi je suis très confiant pour la France. C'est un formidable pays, la France. C'est un pays riche, c'est un pays qui a une démographie positive, c'est un pays qui a une jeunesse qui en veut, qui veut créer. Est-ce que vous savez que quand on regarde le pays dans lequel on crée le plus d'entreprises nouvelles en Europe, c'est la France qui arrive en tête. Voilà, donc il faut libérer ces énergies, rendre la confiance, et c'est peut-être parce que je véhicule ce message que voilà, les sondages sont ce qu'ils sont. Que les sondages sont ce qu'ils sont. Et puis il y a aussi, parce que je suis très modeste, allez-y. Je suis un peu en recul vous êtes en recul du débat. Donc les sondages baisseront lorsque vous vous engagerez. Naturellement, je n'ai aucune illusion là-dessus. Voilà, c'est pour ça que je suis très réaliste. Et c'est pour ça que vous attendez. Non, c'est pour ça que j'essaye de m'exprimer comme ici par exemple en disant ce que je pense. En disant ce que vous pensez. Et que pensez-vous de l'affaire Big Malion alors? Puisque vous dites je vous ai dit tout à l'heure que l'UMP vivait une période extraordinairement difficile, très douloureuse, il faut arrêter ça. Et je l'ai dit, c'est à la justice de faire toute la lumière. Nous avons confirmé la plainte portée par l'UMP. Les magistrats ont tous les moyens d'investigation que nous n'avons pas. Donc mais Jean-François Copé peut-il encore dire qu'il n'était au courant de rien? Franchement, est-ce que c'est tenable comme position? C'est son point de vue aujourd'hui, enfin c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Mais moi je n'ai pas d'éléments d'appréciation pour juger Jean-François Copé, je ne suis pas juge. Je ne vais pas vous demander de le juger, mais est-ce que vous trouvez ça tenable ou compréhensible par l'opinion publique? J'entends ce qu'il dit, et c'est à lui, en fonction de son intime conviction et de ce qu'il sait, de ce qu'il a fait, de déterminer sa position. Est-ce que le candidat à la présidentielle de 2012, président de la République en exercice, pouvait ne pas se rendre compte des dépenses engagées, franchement? Vous savez, dans une organisation lourde comme une campagne présidentielle, on délègue. Voilà. Mais là encore, je ne veux pas me prononcer. Moi, je ne sais pas ce que Nicolas Sarkozy savait ou ne savait pas, et je n'ai pas les moyens d'aller faire les investigations. Avec lui? Non. Non, c'est pas une question que vous avez évoquée. On y revient, mais là, je suis têtu. Là, je dis non, mais je ne dirai pas ce qu'on s'est dit, mais je peux vous dire ce qu'on ne s'est pas dit. Est-ce que, oui. Alors, vous ne vous êtes pas dit quoi? Ça, par exemple, nous n'avons pas parlé de ça. Vous avez parlé de l'UMP uniquement et de l'avenir politique. Je crois qu'on a surtout parlé de l'avenir. Est-ce que ce parti reste nécessaire? Oui. Là, vous dites oui. Moi, je dis oui, et Nicolas Sarkozy dit oui aussi. Donc, on ne change pas l'UMP. Comment peut-on... J'ai pas dit qu'on ne le changeait pas. Oui, on ne change pas de nom, ni de... On ne crée pas un nouveau parti. On verra, le Congrès dira. Mais surtout, ce qui est important, c'est de rendre la parole à nos militants. C'est eux, aujourd'hui, qui sont malheureux, et c'est à eux qu'il faut rendre la parole. C'est ça l'objet du Congrès. Nous sommes là à titre transitoire, nous sommes une direction provisoire. Est-ce que la politique conduite par Nicolas Sarkozy à l'Élysée était à la hauteur?
Parce que j'ai vu Xavier Bertrand dire le contraire. Oui, ce que j'aime pas, c'est cracher dans la soupe que j'ai dégustée pendant plusieurs années. Voilà. Oui. Nous avons été dans la majorité de Nicolas Sarkozy, j'ai même été dans son gouvernement, et quand je vois des ministres qui l'ont accompagné pendant 5 ans expliquer aujourd'hui qu'il fallait pas faire ce qu'on a fait, ça me surprend. Et je trouve pas ça très correct. Je voudrais simplement dire aussi sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy quelque chose qu'on a complètement zappé. Entre 2007 et 2012, vous l'avez pas oublié, qu'est-ce qui s'est passé? La plus grave crise économique que le monde développé et connue depuis un siècle. Et tous les pays européens à cette époque-là ont été en récession, la France comme les autres. Et je crois que quand on juge le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on est injuste si on n'intègre pas cette crise à laquelle finalement nous avons plutôt bien réagi. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Bayrou? Dernière question sur Big Malion, qui déclare on assiste à une vaste organisation de détournement d'argent public. Même réponse que ce que je vous ai fait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas magistrat instructeur. Je sais que vous êtes proche politiquement de François Bayrou. Bon, j'aime bien François Bayrou sur le plan personnel et humain. Nous avons des divergences politiques. Moi, j'ai pas voté Hollande, mais ça, c'est le passé aussi. Et donc, nous pouvons vraisemblablement faire des choses ensemble, bien sûr. Et travailler ensemble dans le futur? Oui, on peut discuter, on peut se mettre autour de la table. Moi, je pense que si nous voulons gagner en 2017, il faut rassembler. Et donc, pour rassembler, il faut pas être tout seul. Il faut être avec d'autres. Et donc, il faut tendre la main et parler. Croissance, les chiffres de l'INSEE ne sont pas bons, 0,7% sur l'année, ce sont les prévisions de l'INSEE. Où est le retournement, Alain Juppé? Il n'y a pas de retournement. Il n'y a pas de retournement. Je ne suis pas surpris, il n'y a pas de retournement parce que depuis 2012, la politique économique a été complètement erratique. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Alors vous allez me dire que c'est un mot magique, etc. Mais oui, c'est le mot magique, c'est la confiance. C'est que les acteurs économiques n'ont pas confiance dans la politique gouvernementale. Ni les investisseurs, ni les consommateurs, ni les exportateurs. Et on peut les comprendre. Où en est-on vraiment du pacte de responsabilité annoncé à un grand son de trompe au mois de janvier dernier? On n'a pas véritablement progressé dans ce domaine. On n'a pas non plus de vision claire sur la politique de réduction des dépenses publiques ou sur la politique fiscale des prochaines années. Ce qu'il faut, c'est montrer le cap. C'est indiquer une direction sur 4 ou 5 ans et s'y tenir. On a fait exactement le contraire depuis 2 ans. Mais comment relancer une économie en étant assez rigide sur les déficits publics, franchement, Alain Juppé? Mais on n'a pas le choix. Tenu par l'Europe. Tenu par l'Europe? Pas tenu par l'Europe, tenu par le bon sens, Monsieur Bourdin. Dans votre gestion personnelle, vous pensez que vous pouvez dépenser beaucoup plus que ce que vous ne gagnez indéfiniment? Alors vous pouvez vous endetter pendant un certain temps, les banques vous donneront de l'argent, mais il y a un moment où vous le diront stop. Donc c'est la situation devant laquelle on est. C'était évidemment un vrai, quadrature du cercle. Comment rétablir nos équilibres financiers sans pour autant casser la croissance? Et ça, c'est la confiance qui doit être le plus permettant aux investisseurs de redémarrer. Parce que la France, comme je l'ai dit tout à l'heure, a des potentialités considérables. Elle est riche, elle a de belles entreprises. Donc si on libérait cette espèce de méfiance qui existe aujourd'hui, je pense qu'on pourrait repartir de l'avant. Il y a aussi une priorité absolue. Le président de la République a annoncé il y a quelque temps un choc de simplification. Vous l'avez vu venir, vous? Demandez aux chefs d'entreprise, demandez aux collectivités territoriales, demandez aux gens qui veulent construire, etc., s'ils ont vu venir le choc de simplification. Là aussi, il faut concrétiser cet engagement et se fixer un programme de 4 à 5 ans d'allègement des contraintes de toutes sortes qui pèsent sur tous ceux qui veulent faire quelque chose en France. Je vais prendre un petit exemple qui peut choquer pourtant, mais j'espère qu'il sera bien compris. Quand vous faites un programme de construction de logements aujourd'hui, 100% des logements doivent être accessibles aux handicapés. Ce qui fait que dans un T2 ou un T3, la pièce principale, c'est la salle de bain. Si on avait, la moitié ou 25% des logements accessibles aux handicapés, est-ce que ça ne suffirait pas? Il y a des améliorations il y a tout un travail aujourd'hui. Il y a tout un travail de simplification des normes à faire. Oui. Les citoyens qui ne se reconnaissent plus dans leurs institutions, c'est une enquête parue hier. Ça vous surprend? Il faut changer. Il faut vraiment une réforme institutionnelle indispensable. Je ne connais pas dans les institutions, j'avais pas bien compris la question. Qu'il y ait aujourd'hui une méfiance vis-à-vis de la classe politique, c'est clair, c'est évident. Si je le niais, ce serait un déni de réalité. Et je sais pourquoi, en grande partie. C'est parce que les Français ont le sentiment que leurs responsables politiques sont impuissants à régler les problèmes qui sont devant eux. Et c'est ça qu'il faut changer, donner des résultats. En revanche, sur les institutions, proportionnel un peu. Moi, je suis partisan, vous savez, de la réforme. Réduire le nombre
nombre de députés, par exemple. En ce qui concerne les institutions, je suis plutôt conservateur. Se dire qu'on va remplacer la 5e par la 6e, c'est une formule qui ne recouvre rien réellement. Est-ce que les Américains changent leur constitution à chaque fois il y a une crise? Est-ce que les Allemands changent leur constitution à chaque fois qu'il y a une crise? Est-ce que les Anglais, qui n'en ont pas d'écrite? Bon. Alors, il y a quand même des choses à faire. Il faut diminuer le nombre de parlementaires, vous l'avez dit, ça c'est clair. Il faut aussi... Alors la proportionnelle, j'en ai souvent discuté avec certains de mes amis centristes. Je suis assez réticent. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ça aboutisse à rendre la France ingouvernable. Vous savez comment nous sommes. Hein, multitude de partis, éparpillement, et même si on met 50 ou 60 sièges à la proportionnelle, ça peut faire la différence et rendre impossible la constitution d'une majorité stable. Alors on peut trouver des choses en s'inspirant de la loi municipale. C'est-à-dire que le parti qui arrive en tête, eh bien il a la majorité des sièges. Et on représente ceux qui sont minoritaires. Ça ne me choquerait pas que les partis minoritaires, effectivement, puissent avoir des représentations à l'Assemblée nationale et au Sénat, à condition, je le répète, qu'on dégage une majorité de gouvernement. C'est possible. Merci Alain Juppé d'être venu nous voir ce matin. Merci. Il est 8h56.